Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui c'est la rentrée et on fête ça comme il se doit, avec un épisode dédié à l'un de nos mangas favoris depuis de longues années maintenant, et pour cause, puisqu'il s'agit d'Hunter x Hunter, dont le tome 38 est sorti au début de l'été. Avec ce tome 38 a d'ailleurs sorti une étrangeté, un tome 0 qui était sorti à l'époque en 2013 au Japon, à l'occasion d'un long métrage d'animation. Alors, où on en est avec ce manga aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission? Et c'est important cette précision, parce que Hunter, Togashi, Shueisha, ça nous réserve toujours beaucoup de surprises. Tout comme est le possible, manga, comme son exactement. manga, Donc, au moment où on enregistre cette émission, le chapitre 418 est quasiment prêt. Donc c'est 4/5 d'un potentiel tome 40 qui est prêt, qui va être quasiment J'aime bouclé. bien parce que ça commence à être une explication déjà digne d'une explication de faculté de naine là. On est sur un truc. Alors on n'est pas loin, figure-toi, parce que j'ai une théorie. On peut donc espérer une prépublication du manga sur Manga Plus d'ici la fin de l'année ou le début de l'année 2026. Si là on est au 418. Et s'il y a pré-pub de la suite, il y aura donc sortie du tome qui est déjà prêt, le tome 39. Tout à fait. Dont les 3 derniers chapitres sont aussi déjà accessibles aujourd'hui sur Manga Plus. Mais ça, faut avoir suivi, parce que sinon il va vous manquer 7 chapitres. Bref, on va donc pouvoir fêter les 60 ans de Monsieur Togashi, comme il se doit, avec un tome 39 et des chapitres du tome 40. À savoir aussi qu'il y a 2 ans, il avait déclaré, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait une théorie. À savoir qu'il y a 2 ans, il avait déclaré avoir bouclé le scénario jusqu'au tome 41. Ce qui me fait me dire que ce 41, ça serait, pour avoir lu le tome 38, la fin de la traversée ou pas loin. Ouais, je pense. Je suis assez raccord avec ta théorie. Je pense qu'on approche. Enfin, diront certains. Bon, encore 3 tomes, Et oui. encore. Mais bon, et puis en ressorti, c'est des tomes, comme on l'a déjà dit, c'est des tomes ressortis 5 tomes. Quoi. Bon, c'est 7-8 heures de lecture. C'était. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi éprouvant. on sent qu'on arrive quand même sur le bout du voyage. Voir où est-ce qu'il va nous amener ce voyage. Mais quand tu rapportes la lecture, le temps à l'argent dépensé, c'est un des mangas les plus rentables de l'histoire. C'est clair. Non, franchement, en tant que lecteur, c'est au prix au signe. Oui. Alors là, ça casse tout. C'est presque au niveau d'un roman. Il est l'heure donc de rentrer dans l'univers du Black Whale et de parler du tome 38 de Hunter x Hunter dans la 5e de couve, une émission avec spoiler. C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Hunter x Hunter. Salut Julie, salut Robin. Salut. Est-ce que vos fournitures scolaires sont prêtes? Est-ce que vous avez un agenda Hunter x Hunter? Alors non. Non, pas du tout. Mais j'ai eu un petit marque-page avec cette édition collector. Donc oui, voilà, c'est vrai. j'ai quand même une petite fourniture. Mais oui. Si vous nous découvrez seulement maintenant, ce n'est pas trop tard pour rejoindre l'aventure 5e de couve et écouter des centaines d'heures d'émissions. La 5e de couve, c'est le podcast manga hebdo depuis bientôt 10 ans, donc scrollez un peu sur vos applis podcast, il y aura forcément une émission pour vous. Ne remontez pas non plus trop loin parce que nos premières émissions commencent à atteindre une date de péremption. Et si vous aimez ce qu'on fait, merci beaucoup, merci à vous de nous soutenir en écoutant l'émission d'une part, et puis si vous voulez faire un peu plus, vous laissez un commentaire, vous laissez une note, vous partagez l'épisode autour de vous. Hunter x Hunter, tome 38. Le récit prend toujours place à bord du Black Whale, le gigantesque navire qui est en direction du continent caché. Le royaume de Kakin, qui a un peu lancé toute cette expédition, est au centre de l'attention, avec Beyond Netero, on n'a pas revu depuis un moment d'ailleurs, puisqu'une guerre de succession prend place entre les différents princes héritiers de ce royaume. Mais dans le tome 38, on met surtout en avant la lutte entre les 3 grandes mafias de ce pays.
Et on retrouve aussi la brigade fantôme qui est toujours à la poursuite d'Hisoka et qui s'implique dans cette guerre souterraine de la mafia. Voilà, ça c'était pour poser un peu le... Eh ben quel beau résumé. Franchement. Ce qui se passe dans le tome 38. Je vous rappelle que dans cette émission, on va donc parler du tome. Oui, même faut si on va l'avoir revenir lu. un tout petit peu en arrière. Mais il faut alors l'avoir lu ou pas, mais en tout cas on va spoiler évidemment des choses qui se passent dans ce tome et on commence par des nouveaux personnages qui s'installent et qui sont super sympas. Inrigi. Ouais, carrément Inrigi qui est un peu pour moi le personnage principal de ce nouveau tome. On sait que voilà, c'est un truc que Togashi aime faire, introduire des nouveaux personnages. C'est un perso très cool, très dans la grammaire hunterienne, tu vois, qui est là. Et déjà, il sait utiliser le naine. Il a une faculté un peu stylée. Il réfléchit beaucoup. Il réfléchit aussi à comment se placer. Parce que lui, il est vraiment partie prenante de cette guerre des mafias, puisqu'il est vraiment l'une des personnalités principales d'une des 3 mafias. Et qui se font la lutte, une espèce de lutte intestine. Et donc, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où on retrouve ce plaisir que Togashi a à nous introduire un nouveau perso qu'il aime bien, parce qu'on sent qu'il aime bien ce perso, et du coup la manière dont il le décrit, dont il le fait interagir avec les différents personnages, c'est quelque chose qui est toujours assez cool à voir, quoi. Avec son naine, il peut transformer des objets en animaux. Ouais, Tout à fait. En créature vivante même, je crois. C'est pas forcément des animaux, mais c'est... Donc une menotte devient un pigeon, un chat Voilà. devient une caméra, un fait. chaméra. Et c'est quand même très utile dans la vie Bah, tout à fait. dans la vie de tous les jours. Surtout quand t'es mafieux. Enfin, parce que... Et vous dites donc pas forcément en animal mais en chose vivante. Et moi ça m'a fait penser à un personnage du manga JoJo's Bizarre Adventure. Et même plus que le pouvoir, même la tronche du perso. Et je pense que comme beaucoup d'autres personnages de Hunter, évidemment. il y a un hommage à Jojo avec Inrigi. Giovanni dans Golden Wind, qui est un personnage qui rêve d'être un roi du crime et qui infiltre une organisation pour aller à sa tête. On retombe encore sur de la mafia. Et puis même dans le design, il y a un truc quand même. Ouais, carrément. quoi. Et donc, Gold Experience, le stand de Giorno, Ouais. il a le don de donner vie à des objets inanimés. Oh, comme par hasard. Et puis, bon, voilà. Dans le look, il y a un truc. Je crois qu'il y a des lancers de couteau aussi dans Golden Wind. Il est, pour revenir à Inrigi, qui est assez difficile à prononcer, c'est vrai qu'il est super classe. Enfin, il transpire le charisme et il y a plein de choses qui sont effectivement, comme disait Robin, la grammaire hunterienne, le héros qui, on ne sait pas en fait. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Ouais. Et Mais par tout contre, de suite, il ça pose, est vif. Tu vois, c'est oui. ça, c'est que même s'il capte pas tout, très, très vite, il comprend quand même. Tu vois, quand Oui. il y a des trucs qu'il comprend pas, il réfléchit assez rapidement à comment, avec ses nouvelles connaissances, aller plus loin et tout. Et ça, c'est vrai que c'est très Hunter, quoi, dans l'esprit. Mais le petit duo, je trouve qu'il marchait bien avec Nobunaga. Ouais, carrément. Ah oui, complètement. En fait, c'est ça, il interagit il y avait un truc bien entre eux, avec cette mini brigade là qui est avec lui et c'est cool, ouais. Mais bon, effectivement, c'est pas nouveau. Hein. Les hommages à JoJo's, Hisoka. Oui. Ça, c'est une évidence. Il y a les bêtes de naine des princes. Quand on y regarde de plus près, c'est quasiment des stands. Oui, pas le loin, naine, quoi. le naine en soi, c'est déjà un peu. Oui, il y a mais- beaucoup de choses qui font référence. Ouais. Parce que en tout cas, pour revenir aux bêtes de naines des princes, elles sont vraiment très statiques. On les voit très peu en mouvement, alors qu'on a été habitué à voir différentes sortes de naines, dont des naines qui sont très maniables, très souples en fait à l'utilisation. Et ne serait-ce que Oui. j'arriverai jamais à le dire. Il a une faculté très organique, quoi, enfin Oui. qui bouge, Bah, qui machin. Mais c'est vrai que les bêtes, après c'est aussi lié au fait que elles sont très passives, c'est-à-dire que c'est des facultés que les princes ne Ouais. contrôlent pas. Donc du coup, c'est sûr que même nous, c'est mystérieux pour nous aussi. Dans la version anglaise, ils l'ont traduit en Inrig, si tu veux. Ouais, C'était carrément. plus facile C'est qu'Inrigi, mieux, si mais tu veux. oui, Inrigi. Inrigi. C'est Inrigi. Parce qu'en japonais, c'est Inrigi, mais c'est hyper difficile à prononcer, je trouve. Je m'étais noté un autre récent hommage à Jojo, c'était Knuckle pendant l'arc Chimera Hunt, Oui, qui était un véritable Josuke Joestar. complètement.
avec son look de loupard des années 70, et sa banane et son Et uniforme. un naine très maniable, avec un petit côté, alors pas Yu Yu stand, mais Hakusho, Yu Yu Hakusho aussi. Mais bon, Oui. c'est pas JoJo's, mais c'est vrai que peut-être déjà l'hommage à JoJo's était là dans Yu Yu Hakusho. Autre personnage, c'est celui de Morena qu'on ne voit pas dans ce tome vraiment, ou alors on l'aperçoit. Ouais, en on fond. l'évoque, on voit sa gueule, mais on la voit pas plus que ça. Mais son spectre est là parce qu'on découvre toute son équipe. On continue d'explorer cette idée de pion qu'elle met en place et ça donne une série de pouvoirs, moi, qui me plaît toujours autant. Je suis presque là à attendre avec impatience ce que son nouveau pion va devenir au niveau 50 quand il débloque. Ouais, voilà, c'est ça qui est un peu marrant, c'est ce côté. On sait que dans son équipe, c'est des pions, comme tu dis, donc c'est des gens qui de base sont pas forcément des gens éveillés aux naines. C'est a priori elle qui les aide à avoir leurs facultés. Du coup, c'est un peu marrant parce que ça fait des personnages très grisés par leur énergie qui se développe, le fait qu'ils vont avoir des facultés même s'ils savent pas ce que ça va être. Et c'est un peu une espèce de surprise aussi pour le lecteur de se dire tiens, qu'est-ce que ce perso-là va avoir. C'est marrant, quoi. C'est ça. Et puis tous les pouvoirs du clan AII. Ça donne des idées très, très rigolotes avec l'affrontement contre Nobunaga. Oui. C'est inattendu, quoi. Où il se fait vider, hein, tout simplement, tel un délinquant dans une boîte de nuit. Avec des baskets. Oui. Il avait mis des baskets pour aller dans le repère de Morena et il s'est fait vider, clairement. C'était ça. Mais moi, à chaque fois, je suis quand même... complètement sous le choc de voir toutes ces capacités, tous ces pions qui... c'est pas le tout d'y penser, de les créer, il faut les mettre en mouvement, quoi, et de créer des tactiques et de voir qui va affronter qui, dans quel ordre, pour que ça devienne intéressant sans perdre les lecteurs, parce que là, on n'est que au tout début du tome 38. Oui. Et en fait, il y a une ampleur narrative avec tout cet apport de personnages, même si évidemment, il y en a qui sont toujours plus... qui captent plus la lumière que d'autres, qui sont beaucoup plus charismatiques, bien sûr. etc. Mais c'est une énergie folle en tant que créateur, quoi. Et en plus c'est très interactif, je trouve, parce qu'il y a un côté toi en tant que lecteur, on est au tome 38, donc ça y est, maintenant Enter, on commence à, je dirais pas qu'on a compris tout ce qui se passe dedans, mais tu vois, le naine, on commence à être nous-mêmes un peu érudits, tu vois, et c'est assez cool parce qu'à chaque fois que tu vois un nouveau personnage, toi-même t'es dans le jeu, t'es vraiment dans le truc de te dire mais attends, c'est quoi sa faculté, t'es déjà en train d'essayer d'analyser ce qu'il a fait et tout, même si ça va potentiellement être expliqué plus tard. C'est assez cool aussi de jouer avec le lecteur là-dessus. Au bout d'un moment, c'est marrant, quoi. Mais c'est quand même un peu son péché mignon, tous ces personnages, et tu vois que il a envie de tout nous expliquer, que des fois il nous l'explique et on sait qu'il va mourir dans pas longtemps et on se dit est-ce que vraiment je m'intéresse à lui, mais souvent même quand on s'y intéresse pas on y revient. Moi qui aime bien le relire plusieurs fois, le 38 je dois être à 2 fois et demi à peu près. T'as pris ton week-end, quoi, pour... T'as posé des jours, c'est sorti là. il y a 3 mois, j'ai eu le temps. Mais alors la demi, c'est qu'il y a un feuilletage au milieu entre les deux lectures. Pour essayer de se rappeler aussi. Bref, tout ça pour dire que effectivement, des fois tu te dis il en met un petit peu trop. Oui. Et au moment où tu te dis ça, tu lis le tome suivant et là tu dis ah non, en fait c'était pas trop. C'était pour c'est revoir la ça. suite. En fait, il y a toujours au moins une scène, et encore, je dis une, c'est beaucoup plus que ça, mais il y a toujours au moins une scène qui sauve le truc, quoi, où tu dis waouh, quand même, celle-là c'est fort, quoi, ce qui se passe. Et donc peut-être qu'il y a besoin de tout ce reste pour arriver à cette. Il faut expliquer tout Morena ensuite, donc forcément elle a de l'importance, mais surtout les noms des personnages qui sont avec elle. On découvre Dogman par exemple, mais surtout il y en a un qui s'appelle Périgord. Ouais, mais je l'avais oublié. Moi j'étais là, je faisais vive la France, vive le Périgord. Mais après, tout ça sert là. il a toujours eu des trucs avec le nom des personnages et en fait c'est un autre terrain de jeu parce que c'est... Par exemple, il y a un des princes qui s'appelle Harukenburu, c'est Harkenbourg. Enfin, et le problème, c'est quand est-ce que tu passes à la retranscription, romaine. Et il y avait plein de personnages, par exemple, dans l'arc des élections, il y en a une, elle s'appelait hors d'œuvre en fait, mais c'était tout découpé en syllabes japonaises et ça faisait un nom de 3 pieds de long qui devait être vraiment très difficile à caser dans les cases. Surtout que là, il s'appelle Harukenburu 9. Oui, pour qu'on n'oublie pas quel est son rang dans la succession. Et mais je me dis à chaque fois, mais les gens qui traduisent ça, ils sont vraiment très très forts. Bravo les mecs. Il y a les numéros pour les princes, il y a les numéros pour les femmes.
Ah bah oui. Oui. Parce qu'en plus, faut comprendre comment on devient prince héritier et qu'on n'est pas... parce que tous les enfants de l'empereur, du roi de Kakin ne sont pas héritiers. Non, c'est ça, c'est que ça peut être Une des galère. femmes du roi qui ont un autre père et du coup, une autre personne qui est père et ça peut donner naissance à un héritier aussi. C'est n'importe quoi cette histoire de... C'est la royauté, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais, c'est n'importe quoi quand même. Ouais. On assiste à quoi d'autre dans ce tome? À l'approfondissement de la mafia. On découvre plein de petits personnages de la mafia. Celui qui a des petits gouttes de sang avec des yeux. D'autres dont on oublie les noms. Mais... Non, après, c'est intéressant de voir les passerelles finalement qui sont faites entre ces deux univers. Donc celui qui va être plutôt en lumière, la politique et le monde souterrain. Et comment... Et bah oui, il y a des choses qui se passent et qui sont semblables. Et en fait, la mafia, ça a toujours été aussi un truc qui l'intriguait. Il en a parlé déjà dans plusieurs arcs Oui, bien sûr. de cette série, même dans d'autres séries. Et je trouvais que c'était plutôt... c'était assez étrange de voir à quel point ce bateau, ce Blackwell, est vraiment un mini-monde en soi, parce qu'il y a vraiment toute la société de Kakin qui, donc, a priori, a été transportée dans cette espèce d'univers clos. Et encore une fois, on se dit, mais qui veut être dans la tête de Togashi? Je pense qu'il lui plaît dans la mafia, c'est ce côté un peu, c'est un peu le monde des faux semblants, tu vois, tu dis pas les choses complètement. Du coup, comme lui, son fond de commerce. Récit, repose quand même beaucoup sur le mystère, ce que tu dévoiles, ce que tu dévoiles pas, ce que tu gardes comme secret et tout. Je pense que c'est une espèce d'organisation qui en soi a ces caractéristiques-là. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que faut pas oublier quand même que Hunter, c'est un des fers de lance du shonen, donc c'est quand même de base un segment pour les jeunes garçons, donc pour les jeunes, les ados quoi. Et c'est vrai que là, arrivé dans les derniers tomes de Hunter, je commence à me demander, mais est-ce qu'il y a encore vraiment des jeunes lecteurs ados qui arrivent à accrocher à ce niveau de complexité, cette densité quand même, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui, autant je peux comprendre un jeune lecteur qui va découvrir Hunter, oui, les premiers tomes, il va rentrer dedans, je pense que ça vieillit pas et tout. Mais là, c'est vrai que est-ce qu'il suit, tu vois, est-ce qu'il arrive à suivre à ce niveau du récit qui est quand même, qui devient quand même très complexe, quoi. Je crois que tous les lecteurs shonen ont grandi et sont des adultes. Ceux-là, ils sont très âgés maintenant. Ceux-là, ils sont là clairement, mais moi, je pense surtout aux nouveaux, tu vois, genre, est-ce que ça recrute encore? Est-ce que les nouveaux lecteurs de Hunter arrivent à pousser leur lecture jusque-là, quoi? Il y a une aura, ça m'intrigue. Mais je sais pas effectivement si ça pousse jusque-là, mais les chiffres au Japon ou en France sont quand même résolument plutôt bons. Oui, non mais oui, on va pas dire le contraire. Mais pour chaque nouveau tome en plus, donc maintenant il y a un noyau dur avec nous dedans et quelques millions de gens dans le monde et on est bien accro. Et de toute façon, l'aura et le fait qu'on soit accro à ce point-là, on va transmettre. Chacun transmet un petit peu et oui, bien on sûr. Arrive à contaminer d'autres gens avec ce poison qu'est Hunter. Non, après, je comprends ce que veut dire Robin, parce que c'est vrai qu'il y a une vision quand même très pessimiste, finalement, de la nature humaine qui est mise en scène. En plus, et en fait, c'est ça qui, effectivement, peut désarçonner quand tu es un novice, finalement, et que tu arrives dans le bain au volume 30 et quelques. Mais parce que moi, j'y vois plutôt vraiment... pour moi, c'est exactement ce qu'il fait, ce que l'auteur veut explorer à travers ses œuvres, c'est cette question de la moralité, de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal et où se situent les frontières. Donc c'est, je pense, quand même encore un peu adapté au lectorat du Jump, mais effectivement, on n'a plus la même fougue des jeunes héros qui... et mine de rien, cette noirceur, elle était déjà présente au début aussi. C'est ce que j'allais dire. En fait, par quoi on est passé pour arriver là. Bien sûr. On a vu du bien sombre avant d'y arriver. Mais c'est pas tant sur la noirceur, c'est vraiment sur la complexité, quoi. Le côté, la densité de texte, et puis le côté très statique finalement. Ça bouge plus tellement. C'est vraiment quand même beaucoup des gens qui réfléchissent et des pages pleines de texte, quoi. Mais quand on aime lire, on aime lire. Il y a un moment donné. Oui, et après, c'est peut-être l'action, ça pêche un peu, mais ça arrive de temps en temps comme une soupape finalement, et hop, t'as un regain d'intérêt à nouveau. Reprends la typologie des arcs. On est dans un arc qui est très Agatha Christie, huis clos, Death Game.
Ouais, complètement. Ouais, on est c'est vrai, c'est vrai. on est dans Sceaux. Oui. Il y a, sauf qu'ils sont très nombreux dans le huis clos. Très nombreux. Ils sont plusieurs milliers dans le huis clos. Puis ils parlent Mais- tous beaucoup. Hein. Mais il y a un moment donné, il va falloir qu'ils se scient le pied pour partir, tu vois. Donc, Ouais. Donc, Non, mais là, ça on est- commence effectivement à se délayer un peu. Ouais. Je dirais que c'était les tomes précédents, c'était un peu lourd, mais là, ça commence un peu à se. Ça y est, c'est bon. mais tu vois ce que je veux dire, on est vraiment dans un type d'arc Ouais, qui bien ne sûr, bien prête sûr. pas à l'action, Bien sûr. qui ne prête pas au combat, même si je pense qu'on en aura. Mais encore une fois, on est sur de la stratégie presque militaire. On est sur des pions qu'on déplace sur un échiquier et l'échiquier est sur un bateau. Oui. Donc Il ça peut bouge. tanguer. Ouais, et les pions se baladent d'une case à l'autre. Non, mais après, oui, moi, je trouve que c'est là aussi où c'est vraiment idéal. Il a vraiment créé une espèce de d'arène complètement close où on peut, nous, en tant que lecteurs, juger de la morale de chacun des personnages, de voir où sont les limites de son éthique, sachant que il n'y a pas de monochrome, en fait. Il n'y a pas d'éthique. Si, puisque même les criminels. Oui, même la mafia. Voilà, ils ont mais- des règles, ils ont des procédés, ils veulent respecter certaines choses pour que ça avance, pour que ça soit quand même vivable. Mais tu sens qu'il y a toujours le petit grain de sable qui va venir et faire exploser les petits rouages bien huilés de tout ça. Mais c'est vrai que la mafia, on explore les réseaux, l'influence qu'ils ont sur le voyage, parce que au début, alors de toute façon, on commence le voyage, on se rend pas compte qu'il y a autant. Enfin, il nous le dit au début, mais on se rend pas compte. On pense qu'on va rester sur l'étage des Pauvre rois, Denis. et des puis en gardes. fait, et qu'il y a des gardes et puis quelques hunters et c'est tout. Mais en fait, non, il y a plusieurs Oui. milliers de Puis surtout au personnes. début, on dit, à part les hunters, personne ne sait ce que c'est que le naine. Puis en fait, oui, bon. Oui, c'est On se très doutait répandu. bien hein. que. Et on se retrouve effectivement avec une mafia où ils sont tous très nombreux à être montés à bord. Alors pourquoi déjà ils veulent aller découvrir le continent caché? Pourquoi Ouais, on ne j'imagine sait que pas. Hein. Mais Ouais. moi, j'en suis à un stade où j'ai un peu oublié justement les raisons les de motivations. ce voyage. pourquoi on retrouvera Jean de l'autre côté? Eh Bah, il était oui. déjà là, mon gars. C'est vrai. Mais à part ça, j'ai l'impression que carrément, il y a vraiment une histoire d'exode total de cette population de Kakine. Et donc, d'où l'explication d'avoir toute la société représentée par strate et tous les trucs les moins cool qui se déplacent d'un bloc. Oui, parce que ça à a l'air d'être travers une l'océan, société quoi. un petit peu C'est malade. hardcore, quoi. quand même. Ah là 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 là. Non, puis en plus on découvre des liens familiaux entre les patrons de la mafia et la famille royale de Kakine, mais c'est des doubles lignes. C'est très vague ce terme pour moi, mais Oui. en gros ils sont de la famille mais pas héritiers et ils ont quand même des liens très très proches avec certains des princes qui finalement ont la main mise sur ces mafias. quoi. Et puis il y a même des questions d'émancipation de certaines. Tu vois, il y a une des trois mafias, typiquement celle qui est un peu l'ennemi de Stom, AI, on commence à capter qu'ils se sont un peu extraits de ce système, tu vois. Donc eux, visiblement, ils ont l'air d'avoir un but qui n'est pas, Ouais. on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il a plus l'air d'être tellement en phase avec celui des autres, quoi. Avec Benjamin le premier qui lui a l'armée pour lui, donc du coup chacun a ils sont en plusieurs à plus, avoir c'est ça, des c'est qu'il armées. y a les mafias, il y a les armées, il y a les gardes, Il y a les il y a les milices. hunters, enfin tu vois, il y a la brigade. Il y a la brigade, on va y arriver. Il y a le FBI, là, le bureau fédéral. Ah oui, oh là là. Oui, mais en fait, c'est ça. Arrivé au tome 38, tu sens à quel point c'est une espèce de millefeuille. Donc, tout à l'heure, on citait JoJo's, évidemment, mais il y a aussi tout un tas de références de genres de manga. Le manga procédural, le manga d'enquête, le manga de mafia, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout est monté comme une espèce de gratin, là. Il y a des étages. Alors, des fois, il nous met un peu de crème pour que ça reste viable, on va Ouais. dire, Mais digeste c'est vrai à que manger, mais il y a cet empilement comme le C'est un Black Whale, millefeuille un millefeuille qu'il nous faut attaquer avec une toute petite cuillère. Voilà. mais le mec amoureux de Senritsu, c'est vrai que tu peux le voir, tu peux l'imaginer faire objection à tout moment. Ah oui, c'est vrai. Objection à ce plan. Et remettre ses lunettes sans qu'on voit ses yeux. Ah oui, Moi, ça, oui. il le fait déjà, je crois. Et puis donc, parmi tous ces personnages, il y a l'araignée, la brigade fantôme, et là, elle est vraiment de retour. On l'avait aperçue, Oui. on savait qu'ils étaient là, Oui. mais là, on la voit vraiment, on la voit en scène. Et on a surtout la Dream Team de l'araignée, quoi. Pour moi, c'est vraiment le trio de choc, surtout qui est dans ce tome 38. C'est donc Nobunaga
qui est un peu devenu, par la force des choses, le chef adjoint, on a l'impression. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. On a Finks et Phaeton qui sont les deux inséparables, ils sont un peu tout le temps ensemble et tout. Et moi, j'avoue, c'est un peu les salopards que je préfère, tu vois. Genre, déjà, bon, la brigade a quand même ce truc très, très particulier d'être une bande de méchants, mais qui a vraiment ce système de bande, tu vois, qui fait qu'on s'attache vraiment à eux pour ça aussi. C'est qu'on sent qu'ils sont très proches et qu'ils sont potes et tout. Et du coup, là, moi, voir en tout cas ce trio ensemble, ça m'a vraiment fait des espèces de résurgence de mon arc préféré, qui est l'arc des enchères de Yorkshin. Parce que c'est quand même eux, enfin, il n'y a pas que eux, mais ces trois personnages-là sont particulièrement mis en avant dans cet arc-là. Et je trouve qu'il y a même des échos littéraux, je sais pas si. Oui, c'est ça, littéraux. Littéral, je ne sais pas comment on dit littéral au pluriel, à cet arc, quoi. T'as vraiment le moment où il découvre la salle secrète qui a l'air d'être générée par la faculté de cette fameuse mafia Ein et tout. Et il y a vraiment le côté bon, alors comment on entre dans cette salle secrète, mais alors peut-être qu'on peut passer en faisant un trou dans le mur. Et là vraiment tu te rappelles du moment où Gon et Killua étaient enfermés et voilà, et ils ont mis un coup de pied dans le mur pour s'échapper et tout. Et je sais pas, t'as quand même des espèces de trucs comme ça qui sont super réjouissants. Enfin moi c'est un truc vraiment, et en plus déjà de base cette séquence globalement où ils découvrent la salle secrète est très cool. Je pense que c'est ma préférée dans les séquences de cette timeline du bateau. Oui, moi aussi carrément. J'étais happé, je disais mais sur quoi ils vont tomber. Moi j'étais un peu déçu à la fin. Et en plus je trouve ça met en lumière une dynamique qui marche très bien, que surtout ce trio de personnages, c'est ce côté bon bah c'est des spécialistes du naine, donc de base ils sont giga intelligents, ils maîtrisent super bien le naine, ils réfléchissent tout le temps à comment contrecarrer telle faculté, parce qu'il faut réfléchir à quand t'arrives à un endroit, peut-être qu'il y a un piège de naine qui va activer un truc et tout, il faut tout le temps être sans arrêt en train de réfléchir, et ils font ça, et à la fin chaque fois la réponse c'est oui bon bah on va découper le mur et on va rentrer, tu vois, genre, ou alors bah les gars moi vous savez quoi, j'y vais, allez c'est quoi, j'y vais et puis on verra ce qui se passe, et au pire bon bah s'il faut déglinguer 2-3 mecs derrière, je le fais, tu vois. Et donc c'est toujours des espèces de solutions de brute épaisse qui sont un peu au fond d'eux quand même, ce trio là particulièrement. Et donc j'aime bien cette espèce de contraste qui crée, et je trouve que ça donne toujours des personnages super intéressants qui sont des brutes, mais des brutes très intelligentes, tu vois. Ça les rend encore plus redoutables, tu vois, je trouve. Cette assurance, et ça leur donne un charisme carrément. Particulier. Est-ce que si tu l'as vu trembler ou... Bref, ouais, super. Oui, puis si c'est juste un débile, bah tu dis oui, bon bah voilà quoi. Après, ils sont. Enfin, en fait, c'est ça qui est formidable aussi, c'est que oui, il y a l'assurance, il y a et le fait que en fait, t'as l'impression que pour eux c'est naturel. Il y a une espèce de le naine et c'est complètement intégré. Ouais. C'est vraiment et parce que t'as parfois certains personnages où tu sens quand même que c'est encore en cours, voilà, ils sont obligés, et eux ça coule de source, et c'est ça qui est super agréable en fin de compte, parce que toi-même t'as pas l'impression de devoir te mettre en mode réflexion ultime. Bah, c'est une forme d'intelligence très instinctive, quoi. Oui. Et en fait pour le coup moi je trouve que là on a un vrai fan service, parce que donc il y a quand même, disons-le, sur le tome 38 cette couverture un peu trompeuse et comment ça un petit ce n'est pas le personnage principal de qui nous confirme qu'on s'est fait avoir donc sur le rabat. Est-ce que tu peux lire le mot, s'il te plaît? Le rabat, il y a écrit « À noter que Gonfrixus n'apparaît pas dans les pages de ce volume. Merci de votre compréhension. » Signé Togashi. Je vous ai fait une blague par messagerie le jour où on avait vu ce rabat. J'imagine vraiment un jour, genre au tome 41, note de Togashi. Je ne vous l'ai pas dit, mais Gon est décédé. Oh. Merci de penser à lui. RIP. Reposant paix, petit Gon. Moi, je pense que contractuellement, il est obligé de mettre Gon sur un certain nombre de couvertures. Donc, du coup, bah, là, il n'avait pas le choix. Et il a dit, bon, bah, faut que je fasse. Mais bon, tout ça pour dire que, en tant que fan, effectivement, moi aussi, de l'arc de Yorkshin et des enchères, je suis tout à fait contente de retrouver les membres de la brigade et de l'araignée. Et comme disait Robin, je trouve qu'effectivement, cette complicité est hyper palpable. Et donc, c'est incroyable, parce que finalement, quand ils sont là, ils sont toujours captés sur le vif, en train de discuter d'un truc entre eux.
Et donc, toi, t'arrives comme une espèce d'intrus dans leur conversation et ils sont là, ouais, je sais pas si je préfère les pâtes ou le. Ouais. Enfin, tu vois, genre mais il y a un côté très Tarantino, tu sais, les gangsters qui discutent de est-ce que t'aimes bien les cheeseburgers ou les hot dogs, tu vois. Et en fait, tu sais pas, en Europe, ça s'appelle pas comme ça. Mais non, mais il y a vraiment un univers qui leur est propre et en fait, c'est ça qui fait qu'ils sont soudés. Et puis là, on va apprendre des choses. Je sais plus si c'était les frères Cohen ou Soderbergh ou un réalisateur comme ça qui disait que il faisait toujours manger ses acteurs. Alors non, dans les films. c'était le réalisateur des Sopranos, je crois. C'est pour ça que dans les Sopranos, il mange tout le temps. Du coup, c'est plein de réalisateurs. Oui, voilà. Bon. Et en gros, c'est un peu ça qui permet d'avoir le jeu le plus naturel en général, c'est de faire manger tes acteurs. Mais je trouve que dans le manga, ça marche bien ouais, aussi. c'est ça. Tu vois, il parle de trucs un peu futiles, mais en même temps, c'est ça, comme dit Julie, c'est ça qui les soude, c'est ça qui fait que leur existence en tant que bande, elle est réelle, quoi, tu vois, et que tu t'attaches à eux alors que c'est censé être des méchants et en fait, c'est fait partie des personnes que tu préfères. C'est des bons pourris quand même. Et il manquait encore un truc. Depuis 38 tomes pour qu'on s'attache à eux, enfin 37 tomes, c'est leur histoire. Et oui. D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? D'où vient la brigade fantôme ? Comment s'est-elle formée ? Depuis combien de temps ils se connaissent ? Bon, on avait 2-3 petits détails, pas grand-chose. On avait eu le flashback aussi qui avait été écrit par Sui Ishida sur Hisoka, sur l'enfance d'Hisoka, mais on n'avait pas eu, l'origine, la backstory de la brigade fantôme et on l'a dans le tome 38. C'est ça. Non, elle a été évoquée, mais là, c'est vrai que t'as un truc où c'est genre Nobunaga qui dit un truc genre ah ouais, ça me rappelle, et là bam, t'as genre 50 pages de flashback sur la brigade. Et moi je trouve, enfin honnêtement, c'est de loin le meilleur passage de non, t'as dit que c'était la scène quand il trouvait la scène. C'était Maxime, ça. De cette timeline. Ouais, voilà, il a parlé de timeline. Et j'ai précisé de la timeline. Non mais vraiment, le passage au global que j'ai trouvé le mieux, c'est vraiment ce flashback, parce que je pense que il y a un truc on décrit souvent quand même là dans les derniers tomes Hunter, c'est ce côté très indigeste, beaucoup de texte, c'est très statique, c'est très ça en devient un peu absurde tellement il y a du texte et tout. Et là je trouve que dans ce flashback on revient à une espèce de langage qu'on aimait bien, là il y a du rythme, c'est même limite on se demande même s'il l'a écrit au même moment, tu vois, tellement c'est plus proche de ce qu'il faisait il y a 10-20 tomes que dans les derniers arcs. C'est une vraie question que je me suis posée, ça. Si ce flashback, il l'a pas dans les cartons, même le storyboard. Oui, c'est possible. Depuis, j'avoue, parce qu'en fait, il pourrait le caler où il veut, de toute façon. C'est ça. Et qu'il s'est dit, tiens, je suis en retard. Allez hop, je le mets là. Non, mais en plus, il est au bon endroit, au bon moment. C'est ça, il explique plein de choses. En plus, il nous fait retrouver des persos qui étaient partis trop tôt. Rip petits anges, tels que Uvogin ou Pakunoda, que j'avais complètement oublié. Mais genre vraiment, tu sais, à un moment donné, donc dans cet arc, c'est aussi le moment où on découvre plus ou moins le personnage qui leur a appris le nen, qui est une embaumeuse, je dis pas de bêtises, parce qu'en gros, dans ce flashback, il y a un personnage qui est décédé, il y a une embaumeuse qui s'occupe de la remettre un peu en forme pour ses obsèques. Et donc on comprend que cette embaumeuse est une utilisatrice de nen et que c'est elle qui va leur expliquer ou leur apprendre leurs facultés. En tout cas, à Pakunoda, puisque elle lui dit toi t'es de la spécialisation, machin et tout. Et là je fais spécialisation, mais c'est oui d'accord, c'était elle qui avait son flingue et pour mettre pour la elle était mémoire classe et quand tout. même. Mais non mais grave, en plus c'était un perso trop cool qui avait vraiment une faculté très très stylée et tout. Donc je trouve que ce passage, c'est vraiment le bon équilibre entre retrouver tout ce que vous avez aimé dans Togashi, ce rythme, cette façon de raconter, cette façon de présenter les situations, les personnages, un petit peu de fanservice en nous remettant des persos qui sont morts ou qu'on avait oubliés et tout. Et en plus je trouve une espèce de révélation entre guillemets sur la manière dont cette brigade s'est soudée, qui est très original et très très bien raconté, très bien écrite, quoi. Oui, moi je trouve que il y a encore une fois, c'est très ludique, donc tu te retrouves avec la brigade mais sous des traits hyper juvéniles, donc tu peux jouer à qui va développer tel ou tel trait de caractère et donc de naine par exemple. Et là c'est l'énergie du shonen pur, quoi, enfin vraiment destiné à un public jeune avec des gamins qui veulent vraiment
comment s'attaquer au monde. Qui vivent dans une décharge. Sauf que voilà, il y a un côté ça a pas l'air super si simple. dur, tu vois, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, enfin, c'est à la fois pour moi le point le plus, le plus joyeux, le plus vraiment lumineux de ce tome 38. Et en même temps le plus dark parce qu'il leur arrive quelque chose d'absolument horrible et on comprend un petit peu comment se sont mises en place leur revanche, leur attitude ultra revancharde en tout cas envers le monde entier. Et moi je trouve que il y a aussi tout un tas de motifs narratifs qui prennent graine à ce moment-là et qui vont être déployés tout au long de la série, pas seulement dans l'arc du Black Whale, mais vraiment tout au long des différents arcs. Et par exemple, là, il y en a un, et moi je pense que c'est une des passions de Togashi, qui est vraiment la mise en scène, le spectacle. Parce que il y a tout un passage où on te fait comprendre que c'était des gamins tellement défavorisés qu'ils se sont mis à essayer de distraire leurs copains en allant chercher des cassettes vidéo, des spectacles, des livres et les mettre et les mettre en forme, les mettre en scène et jouer donc à doubler des voix, à créer des personnages, créer des costumes, etc. Et donc il y a tout cet élan créatif qui petit à petit va être canalisé dans des trucs mais hyper gore de la criminalité à son plus haut niveau, quoi. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que dans différents arcs, il y a toujours un petit clin d'œil au catch, au spectacle. La Tour Céleste, c'est clairement le monde du spectacle, mais poussé à son extrême. Enfin, voilà. Là, ouais, moi, dans ce flashback, peut-être que d'ailleurs c'est lié au moment où il l'a écrit, j'en sais rien. C'est peut-être ce qui l'a inspiré, mais ça m'a beaucoup rappelé The Fabelmans de Steven Spielberg, qui est donc un de ses derniers films, je me demande si c'est pas son dernier, où en gros il met en scène lui comment il est devenu amoureux du cinéma et comment il a décidé de devenir réalisateur. Et vraiment les scènes où ils montrent les films à leurs copains et tout, il y a vraiment une espèce de séquence qui est très très proche de ce film et tout. Et c'est vrai qu'il y a un côté effectivement... mettre en scène une forme de créativité, c'est ça qui les soude. Il y a un côté très lumineux, comme tu as dit. Et tout ça va être complètement cassé par un événement hyper traumatisant qui est genre, en gros, le meurtre complètement arbitraire et tu vois, d'une de leurs camarades. Et c'est ça qui va les souder encore plus, mais dans la noirceur, alors qu'au début, c'était plutôt réunis comme des enfants autour d'un truc et d'un projet collectif lumineux, quoi. À ce sujet, j'ai deux choses à rajouter. Donc la brigade vient du Sentai, hein, c'est clairement ce qui nous dit. C'est ça. C'est génial. L'autre chose, vous voyez comment Togashi vous a flingué le cerveau et la morale parce que vous trouvez lumineux une bande d'enfants dans une décharge, toute pourrie, où ils se font frapper, où ils ont pas à bouffer, où ils sont élevés par des nourriches qui sont pas du tout. Ouais, mais tu vois, vraiment, on l'air pas cool du tout. Ils ont l'air plutôt gentils, les gens de leur tu vois. Ils font avec les moyens du bord. À l'échelle, ils ont l'air plutôt bienveillants. Mais ils les poussent à faire leur truc, à lancer leur projet. Personne les empêche de faire ça. C'est dans une église avec un prêtre chelou. Il y a quand même 2-3 trucs où vous trouvez ça quand même lumineux, mais c'est marrant, tu vois, c'est-à-dire que le reste est tellement dark que ça vous dites c'est chouette. Parce que c'est des enfants et qu'ils ont vraiment la foi en leur avenir et ils voient pas du tout le mal jusqu'à ce que vraiment ils les frappent, mais c'est même pas ils les frappent, quoi, c'est genre une double baffe aller-retour plus retourner piquer et je pense que ça joue aussi à ce contraste dont on parlait au moment c'est aussi ce qui fait que la Brigade Fantôme est une bande de méchants pas comme les autres, tu vois, genre vraiment dans l'histoire du manga c'est un truc assez unique, avoir réussi à créer un groupe de persos qui deviennent presque plus importants que les héros tellement ils sont charismatiques et tellement en fait quand tu t'attaches à eux et tu les aimes parce qu'ils sont ils ont leur truc. Alors c'est des personnages horribles parce qu'ils tuent sans foi ni loi, mais ils ont une espèce d'unité entre eux qui les soude, un truc quand super on les fort, quoi. Suit dans le tome 38 en tant que lecteur, c'est le personnage principal, enfin ce sont les personnages principaux. Oui, ils font pas clairement partie des personnages principaux. Le tome 38, il est vraiment clairement dédié aux pourris et aux mafieux, donc de toute façon, ils ne peuvent que tirer leur épingle du jeu. Et je veux dire, effectivement, encore une fois, c'est cette idée que rien n'est tout noir ou tout blanc et qu'il faut vraiment composer avec chaque individu pour voir où est le bien, où est le mal. C'est ce que tu disais sur la morale, c'est une affaire de situation aussi, tu vois. Il y a des moments où cette bande peut être dans
le bon Ouais. et des moments où pas du tout. Non. Malgré tout, dans ce, pour rajouter un bémol sur la qualité de ce chapitre flashback, il me manque 1 ou 2 pages en plus à la fin sur la bascule de Kuroro. Je trouve qu'il bascule super vite en vive la vie à je vais tous les défoncer. Ah, moi je pense pas. Je pense que comme on a vu Gon vraiment cramer les étapes ouais, mais à t'avais certains plein de moments. pages. Il y avait un enchaînement, une espèce de graduation Ouais, qui était je quand vois. même forte. Ouais. Et je trouvais que sur Kuroro, c'était très rapide. Mais peut-être que ça va faire l'objet d'un autre épisode. Ouais, moi Non, mais je pense. peut-être, mais c'est vrai que comme en plus je les ai tout de suite mis en parallèle, Gon qui craque et Kuroro qui craque. Mais je pense que en vrai, on nous a pas tout raconté dans ce flashback-là. Tu vois, il se finit clairement sur 2 images où t'as enfant puis adulte, jeune adulte, quoi. Et clairement, je pense qu'il nous manque peut-être la partie jeune adulte parce que finalement, Apprentissage de la criminalité. on sait que ils ont une revanche à prendre sur la vie, mais on sait pas pourquoi ils veulent voler des choses. Tu vois, genre c'est un truc très important dans leur modus operandi, c'est qu'ils veulent s'emparer des choses les plus précieuses du monde. Tu vois, et ça, pour l'instant, bon, on peut le deviner sur voilà, ça fait partie de leur revanche. Rien, et du coup... Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui nous manque, peut-être. Et puis il y a Hisoka. Ah. Il semble être là, comme un prédateur patient. Il traîne sur le bateau, Ouais, moi, ils sont à sa toujours recherche. pas tellement capté pourquoi il est là. Comme on sait jamais vraiment pourquoi il est là, Hisoka, c'est le Joker de cette série, tu vois. Mais... Hisoka, il se balade, il veut juste buter un mec plus fort que lui. Mais c'est marrant parce qu'il arrive, tu le vois, il y a une meuf qui vient lui parler et il lui met une grosse torgnole puis il se casse. Non, elle lui met une grosse patate aussi. Oui, mais lui, ça lui fait pas grand chose et puis il lui en met une et puis après il se barre. Et tu dis putain, ouais, t'es là quoi, t'es là pour mettre l'ambiance quoi, c'est vraiment. Ce qui est drôle, c'est que c'est un passage important parce que on le revit dans le Voilà. dans le tome suivant. C'est On ça. ne dit pas pourquoi. On mais a le des revit. explications sur cet échange qui est très rapide effectivement et on comprend plus de choses, donc on vous spoil pas trop, mais effectivement en tout cas sur ce tome 38 il est là mais pas très longtemps. Et il va au ciné. Oui. Du coup ça colle, ça allait bien. Je vais au cinéma pendant que vous. Mais oui, il attend. Il est d'une patience, c'est incroyable. Mais moi, j'ai toujours été très fan de ce personnage qui est là depuis le début. Hein, vraiment, il apparaît dès le premier tome et c'est vraiment un compagnon de longue date. Mais c'est aussi le mal nécessaire, quoi. Enfin, genre vraiment, c'est vraiment la petite dose de noirceur qui vient un peu saupoudrer même les moments les plus... on va dire sympa mais évidemment je parle des premiers arcs de la série parce que il a ce côté imprévisible, hyper violent qu'il arrive à dissimuler et c'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'on sait jamais de quoi il est capable et en fait c'est là où on peut dire il respecte rien et en fait si, il s'impose des règles très strictes à lui-même mais en fait on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que finalement c'est un peu les seuls qui respectent quoi, parce que finalement ces règles c'est ses règles et il joue que son jeu, donc c'est là où ça doit être un personnage aussi que Togashi aime bien parce que c'est dans ces univers que lui développe qui sont toujours liés justement aux interactions, aux jeux, à la stratégie, il y en a un qui fait que ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça, pour moi, c'est pas. Il y a un gars intouchable. Ça, c'est pas anodin qui lui ait donné l'apparence un peu d'un clown et tout. C'est que c'est clairement le Joker de cette série, quoi. On sait que Togashi adore les jeux de cartes. Et voilà, c'est évident que c'est son personnage préféré et que voilà, il en a fait cette espèce de mec complètement imprévisible, quoi. Surtout que dans le récit, il est Floor Master de la Tour Céleste et malgré tout, quand t'es Floor Master de la Tour Céleste, t'es connu. Oui, non, t'es célèbre. Ah oui. T'es célèbre et donc des gens peuvent te payer pour tout un tas de trucs. Et donc il n'est pas impossible qu'il y ait des gens riches. Et en plus, il est hunter, qu'il y ait des gens très riches qui l'aient invité à venir sur le bateau pour une raison X ou Y. Si ça se trouve, d'ailleurs, je crois qu'il le sous-entend un peu, mais il est peut-être là pour faire la protection d'un des princes, mais si ça se trouve, jour 2, il a dit bon, ça me saoule, je vais pas faire ça, quoi, tu vois. On sait pas. Oui, c'est clair. Tout est possible avec lui, mais surtout qu'on sait pas ce qu'on retrouve sur le continent de l'autre côté. Donc, c'est peut-être ça qui l'intéresse aussi. Je pense qu'il veut faire un one-to-one contre un mec super costaud qu'il connaît pas, qui vit là-bas, quoi, ou un monstre. Je pense qu'on va trouver là-bas, on verra bien. Et en tout cas, on a ce voyage qui continue
10 jours, 11 jours à la fin du tome 38. Ouais, c'est Oui. ça, une dizaine de jours. Ouais. C'est pas mal déjà. Punaise, c'est dur. Enfin, c'est tellement En fait, c'est de dur. la lecture en temps réel. Hein. Voilà. Et vous remarquerez qu'il y a des. C'est important que Togashi nous mette les timelines. Il faut presque prendre des notes en lisant ou avoir les anciens tomes à côté parce qu'il y a des choses qui se passent en parallèle. Et puis il met vraiment les horaires précis de chaque action parfois pour t'aider à suivre le film, Moi, j'avoue, les je fils. suis Parce pas Voilà. vraiment tout ça. Dans ce cas, il faudrait prendre des notes si tu veux vraiment suivre. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont en parallèle. Donc c'est pour ça que des fois, ça n'avance pas. Internet l'a fait. Oui, probablement. Oh. Mais moi, je trouve que c'est vraiment difficile. On est vraiment tiraillé entre le temps de lecture parce que ça prend du temps de finir un tome. Hein. Toi, tu disais quoi, 8 heures de lecture Non, c'était pour 3 tomes. Ouais, Mais, ah oui, pour 3 tomes. Mais c'est compliqué si tu veux avoir le temps de digérer les informations, de bien comprendre les personnages, les forces en place, etc. Tu te donnes des respirations et tu peux pas forcément engloutir un seul tome. Enfin, je veux dire, Ouais. Bah, moi, je l'engloutis, mais je suis super contente. Je suis vraiment dans mon monde et Ah ouais, mais je trouve que c'est. je suis à fond dedans. Ouais. J'adore. Je prends Mais- des notes, je fais ouais. des trucs. Je suis un peu entre vous deux. Après, le problème aussi, c'est une question de format, quoi. C'est que le manga, c'est tellement petit que il y a des textes, vraiment, ça fait mal aux yeux, quoi. Tu Ça, vois, c'est la genre, vraiment. vieillesse, Robin. Non, mais vraiment, je pense que même les gens pas vieux. Mais non, par contre, ce qui est cool, c'est vraiment. Effectivement, c'est très généreux. Il y a plein de trouvailles. Il y a plein. Voilà, tout ce que Julie disait sur cette société au sens. Tu vois, entier, quoi, que tu découvres. Donc, Oui, parce que là, ça y est, on a une vue complète de toutes les composantes du bateau. Il nous manque plus rien là. ouais, a priori. Alors en plus, tu captes qu'il y a d'autres personnes, des gens du bureau des Hunters, qui sont là de aussi. l'association. Enfin, il y a un peu tout le monde qui est là, Mm. quoi. Donc c'est effectivement, ça fait beaucoup de forces mises en place, beaucoup de relations de pouvoir, de domination, de dominant-dominé et tout. Et après, bon bah voilà, après c'est le revers de la médaille, c'est qu'il y a tellement de choses, qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Il y a en plus les facultés de Nen, donc ça c'est déjà un truc qui de base est parfois compliqué à expliquer. Il y a des facultés que tu n'es pas sûr d'avoir bien compris. Et c'est vrai que des fois ça amène, il faut reconnaître hein, des séquences que je trouve vraiment inutilement verbeuses, tu vois, genre il y a vraiment des fois des espèces de scènes de discussion où tu te dis franchement c'est pas utile qu'elle soit si longue cette discussion, tu vois, genre vraiment dans tout le premier tiers pour moi du tome 38 il y a des moments, il y a des espèces de soldats qui se parlent entre eux alors que tu sais que tu les verras plus. Ah, les bidasses, moi j'ai bien aimé. Ah mais moi ça me saoule parce que je suis là genre putain mais arrêtez. Et d'ailleurs en fait il en joue parce qu'à un moment donné il y en a un qui vanne là-dessus en disant bon c'est bon vous avez fini de discutailler là. C'est trop et, drôle, il y en a un qui est un chasseur d'autographes et il passe d'une case à l'autre en mode oh machin il est trop connu oui, comme mais chasseur tu sais, comme Hunter. ils se mettent à parler de philosophie, de machin et tout. Bon, c'est super hein, tout ça, mais c'est vrai que c'est je un peu pense- long, quoi. C'est un peu longuet, quoi. Je pense qu'on va les retrouver. Ouais, bon. Mais après, le problème, c'est que tu vas les oublier. Tu vois, genre, Oui, alors tu vas les Parce qu'en oublier, fait, mais tu vas les retrouver. comme sur Mais il y avait comme sur la page, la bulle prend la moitié ou les 3/4 de leur visage, tu vas pas les reconnaître quand tu vas les revoir. Mais Donc, si, mais si. c'est. Et on va t'aider. Franchement, non, moi je trouve que des fois, c'est un peu. Ça redevient caricatural et c'est vrai que c'est. Bon, ça casse un peu le rythme pour moi. Mais je me fais piéger moi aussi de la même manière. À chaque fois, je me dis, bah, je suis plus les princes 10 et 11 là, qui ont voulu s'enfuir sur le canot. Je me dis, mais pourquoi passer autant de temps avec eux? Puis finalement, quand tu avances, Ça va servir. tu vois à quoi ça sert et le pourquoi et le comment. Moi, j'aimais bien la petite ambiance qu'ils avaient. C'était vraiment le côté bidasse. On a envie d'être planqué. Oui. Ouais. Il y a Mais- un petit côté un peu décalé, film américain, je sais pas. Oui, mais tu vois, ça, on Ouais, en je suis parlait au d'accord. moment de la brigade. C'est pas aussi long leur discussion. Là, il y a vraiment, je sais pas, plusieurs doubles pages où c'est enfin, c'est trop long, quoi. Genre vraiment, c'est trop long. Et avec le chasseur d'autographes, pareil, on sait pas trop ce que ça fout là. Enfin, le c'est mec qui veut un carton d'autographe, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est comme au Japon tu fais signer sur un petit carton. C'est juste ça Je pense que c'est ça. moi je me suis dit que c'est juste un carnet spécial Ah, autographe, je sais pas, peut-être. bref, peu Ouais. importe. Il y a le concept de livraison. Oui. Il y a avec des drones qui vont pouvoir te livrer avec des bateaux. Alors pareil, il y a des dirigeables qui Oui. peuvent aller jusqu'au bateau, Oui. Mais ils peuvent mais pas. jusqu'à 15 jours. Oui. Et après, ils pourront plus, que c'est trop loin. Mais du coup, ils auraient peut-être pu avancer des gens dans le bateau. Ça veut dire. Ou alors, ça veut dire aussi que dans les 3 jours qui va rester, là, si on est au 12e jour, Mhm. ça veut dire qu'il y a encore des dirigeables qui peuvent amener des gens. Oh là là. Toi, tu penses qu'il va y avoir encore plus de personnages, c'est ça? Si on peut faire des livraisons de choses, alors faire par des- drone au dernier moment, mais
là d'autres humain. objets, etc., de la fourniture, de l'alimentation et ainsi de suite. Mais un gun. Oh, peut-être pas gun, hein, Ça mais se trouve, elle est déjà là, hein. mais je sais pas, la famille Zoldy qui peut débarquer, tu vois. Ah, c'est Ah vrai. ouais, c'est vrai qu'il manque plus que. Ouais. Finalement. C'est vrai, ils prennent les On a eu vacances. tout le monde là, hein. sauf eux. Bah ouais, imagine, je sais pas, tu vois, Benjamin, le premier prince, se fait tuer, il reste je ne sais pas quel autre prince, et il dit bah j'ai besoin de super garde du protection, corps, j'appelle la famille Zoldy, qu'ils arrivent en C'est vrai, dirigeable, c'est vrai, et puis c'est voilà. Ou en dragon de naine. Oui. Ou en Voilà, dragon oui, naine, ce que tu veux. franchement. Mais en tout cas, on sait que c'est encore possible. Enfin, c'est un détail, ce truc de livraison. Ça porte à rire quand on voit en plus le personnage, etc. Et du coup, ça te donne une information quand même. Oui. Mais en fait, moi, ce qui me gêne aussi avec ça, c'est que finalement, ça alimente mon stress. Je veux dire, tout est possible et tu n'es jamais sûr de rien. Ça, c'est bien. De quand ça va s'arrêter. L'inconnu, tout ça, Ouais. c'est très très bien. Oui. Puis donc, il y a les princes. On Ouais, les voit pas alors trop. honnêtement, dans ce tome, ils sont pas giga présents, on peut pas dire. Ce qu'on avait dit, c'est quand même un tome qui est plutôt sur la mafia et vraiment la découverte de cette partie de la société du bateau. Donc les princes, leur ombre est toujours là, puisqu'on sent que les mafias sont Ouais, on voit le dépendantes de. Troisième ou le quatrième, je sais plus lequel. Le quatrième, je crois pas qu'on le voit, mais. Le Si, un troisième peu, alors. Ah ouais, un peu. Moi, ce que je disais au début, c'est que voilà, le monde souterrain, le monde de la mafia, est un espèce de parfait parallèle ou miroir de ce qui se passe à la lumière. Et encore, parce que les univers princiers sont très calfeutrés, ils ont plein de barrières qui les protègent, soi-disant, qui les séparent en fait les uns des autres et en plus de leur peuple. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des passerelles effectivement qui sont normales. Et puis, oui, quand on apprend qu'il y a des liens de consanguinité en fait entre ces deux univers et que tout est régi par des codes, par des valeurs morales un peu bizarre, pour pas dire carrément limite, et que par-dessus tout ça, tu mets une bonne couche de naines et de choses improbables et impossibles à envisager. Si tu pars on va dire, des réalités physiques de notre univers à nous, ça donne quelque chose qui est complètement... comment dire, c'est comme si, vous savez, il y a des espèces de pâtes à modeler très qui font comme du sable vivant là, et moi j'ai l'impression de me retrouver face à ça. Ça va buller à droite et à gauche et c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment la réaction chimique. Le monstre est en train de lever dans cette espèce de bocal qui est ce bateau et on ne sait pas du tout quel genre de résultat on va avoir, si ça va être une explosion, si ce n'est que tout le monde s'accorde à dire qu'on va vers une guerre totale de la mafia, contre la royauté, contre tous les princes, contre tous les autres princes. Ça fait beaucoup. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas une guerre totale dans le sens on va avoir beaucoup d'affrontements. Je pense que ça va être vite réglé d'une manière ou d'une autre. J'espère pour eux. Et pour nous. Qui vont pas souffrir de trop, c'est ça que tu veux dire? Ah là, il y a des princes, ils souffrent. Après, on sait pas parce que on sait que Togashi était très jaloux de Oda quand il avait fait l'arc avec la marine et que c'était pour ça que quand il avait voulu faire les élections, c'était un peu en réponse, genre moi aussi je vais mettre plein de nouveaux persos, ça va être cool, mais finalement pas beaucoup de combats et là peut-être il se dit allez, là je vais mettre un peu de baston quand même. Et des bateaux, ouais. Et des bateaux. Est-ce que vous êtes revenu 12 ans en arrière et vous avez lu le tome 0? Oui. J'ai rajeuni. J'étais contente. Il est sorti en 2013. Alors c'est un tome 0, c'est pas un tome. C'est Non, c'est quelques pages. C'est quelques pages. Oui, c'est ça, un gros chapitre, on pourrait. Voilà, un chapitros. un chapitros qui revient donc sur l'histoire de Kurapika. La jeunesse, de Kurapika. Alors, écoute, c'était pas désagréable. Sachant qu'en plus, Kurapika est quand même normalement l'un des personnages principaux de cet arc sur le bateau et qu'on ne le voit pas du tome 38. Donc du coup, j'étais un peu frustré parce que moi j'aime beaucoup ce personnage. Et donc j'étais content d'avoir quand même ma petite dose de Kurapika. Mais j'avoue, j'ai pas trouvé ça exceptionnel.
Je trouve que c'était assez mignon. On a quand même une histoire qui se passe dans une espèce de communauté en huis clos, avec un peu ce que disait aussi Julie sur la brigade. Il y a un côté, comme c'est juvénile, il y a un côté un peu frais, un peu lumineux, et tout. Et mais moi, ce qui m'a peut-être déçu un peu, c'est que tu t'attends quand même, tu sais que en fait l'histoire de Kurapika est liée à un drame, c'est-à-dire quand même le massacre de son clan et tout, et ce truc est évoqué dans 2 pages noires avec du texte, quoi. Donc du coup peut-être et qu'en plus a priori ce que tu en sais, c'est que les gens de son clan étaient des gens assez forts, qui avaient enfin tu vois, qui étaient quand même assez redoutables et tout, et tu vois, cette promesse-là, pour moi, m'a manqué un peu. Enfin, genre, le fait de voir au moins comment tout ça s'est passé. En fait, finalement, on s'est surtout concentré sur le fait que tout ça s'est passé quand Kurapika n'était pas là, quoi. Et donc, bon, c'est un choix. Voilà. Tu veux dire qu'il y a eu un petit effet couvre-rabat, comme pour le tome 38, c'est ça un peu. D'accord. Oui, moi, Anti-fanservice. Ouais. Je trouve que, à nouveau, retour aux sources. De la série avec quelque chose de shonen, un gamin qui veut voir le monde et on lui impose des épreuves pour valider sa sortie de son cocon. Oui. Et ça c'est réjouissant parce que tu te dis à nouveau chouette, on retrouve des choses qu'on connaît. C'est vrai qu'en termes de rythme, ça revient à un truc. Et des pages beaucoup plus lisibles, on respire. beaucoup plus souples, avec des dynamiques et voilà, il y a de l'élan, il y a un appel de l'aventure, quoi. Mais pour ce qui est du massacre, moi j'avais un peu oublié ce côté, le clan des yeux écarlates est très fort, tout ça, ce qui va le conduire à sa perte finalement. Parce que moi je trouvais que c'était intéressant de voir que quel est le choix qu'on fait de mettre en page ou pas ce genre de massacre, puisque jusqu'à présent effectivement il nous a montré des massacres, mais c'était aussi des massacres, par exemple à Yorkshire, c'est la mafia qui se fait décimer par l'araignée. Donc il y a un côté aussi valeur qui est un peu discutable, comme tout ce manga, mais là je me dis, est-ce que l'image était, en tout cas la mise en image elle n'était pas superflue, et peut-être c'est bien aussi de s'épargner un trauma visuel de plus. Oui, non, mais parce que le texte est terriblement marquant et glaçant quand tu le lis. Il parle de violence très forte et tout. Et je dis pas qu'il fallait aller dans de la violence frontale pour montrer tout ça, mais c'est juste, je sais pas. En gros, expliquer un peu mieux l'origine de la puissance de Kurapika, parce que Kurapika nous est quand même dépeint comme un personnage qui a une espèce de puissance au fond de lui qui est quand même très forte. Et je trouve qu'on la ressent pas tellement au niveau de ce qu'on voit de là d'où il vient, quoi. Mais après... J'en profite avant la fin de cette émission pour vous glisser une information. Le tome collector 38 n'est pas officiellement introuvable. Il n'est pas... Non, Johnny l'a commandé il n'y a pas si longtemps, donc il peut être il l'a dégoté. Tout à fait. Il faut le dégoter, il faut chercher un peu, il faut pas se contenter d'une seule librairie ou d'un seul site internet. Vous pouvez chercher sur les réseaux Canal BD, je crois que ça... Par exemple, ça peut marcher. Il y a d'autres réseaux de librairies indépendantes, mais donc il y en a dans des librairies en France, en Suisse ou en Belgique, mais il y en a quelque part et c'est pas officiellement en rupture. Voilà, donc ne l'achetez pas à ces salopards de spéculateurs qui le vendent 50 €. Surtout. Ah oui, non. On se fait cher ça, 50 €. Oui. Comment vous vous trouvez quand vous relisez ce tome 0 et que vous lisez le tome 38? Comment vous voyez l'évolution de Togashi? Comment tu la vois, toi, Robin? Je trouve qu'il y a quand même on ressent évidemment un côté toujours aussi radical, on pourrait dire sans concession, dans ce côté très mind game, c'est-à-dire que évidemment Hunter x Hunter est une série qui a toujours joué sur ce registre de c'est avant tout du combat d'intelligence, de l'analyse, de comprendre les situations, comprendre les facultés des autres, réagir vis-à-vis de ça et tout, et là-dessus il va toujours plus loin, quoi. Donc il y a des moments, on l'a un peu évoqué, ça peut devenir presque caricatural tellement c'est compliqué. Mais malgré tout, je trouve que là où sur les quelques tomes d'avant, j'avais vraiment ressenti une forme de lourdeur, c'est-à-dire un truc où je m'y retrouvais plus, j'avoue, en tant que lecteur, je commençais un peu à saturer. Et là, avec ce tome 38, je trouve que c'est peut-être l'intégration de la brigade, de revenir à ce qu'on a dit, des choses plus connues, où on est plus en territoire connu. Faire revenir des personnages qu'on connaît aussi, tu vois. Et donc là, je trouve qu'il arrive à finalement
un équilibre qui, moi, me convient. C'est-à-dire qu'il y a encore des passages que je trouve un peu lourdingues, mais au final, sur l'unité d'un tome complet, je m'y retrouve et là, je commence à vraiment reprendre du plaisir. Et je trouve qu'en termes de rythme global, ça marche beaucoup mieux pour moi. Et voilà, je sais pas s'il en est à se dire bon, il faut vraiment que je reconnecte avec mes lecteurs, donc que je leur mette des persos qu'ils connaissent, qu'ils aiment bien, parce qu'on sait que la brigade fait partie des personnages préférés des lecteurs et tout. Et donc, est-ce que c'est un calcul de sa part ou pas? Mais en tout cas, je pense qu'il y a un équilibre pour moi qui fonctionne mieux maintenant. T'as envie de dire, il a vraiment trop de choses dans sa tête, cet homme, ce monsieur. Comme ces personnages. Tous ces personnages. Non, je trouve que, c'est vrai, tout ce que dit Robin sur la lourdeur, le fait de rester arrimé comme ça à une intrigue qui est extrêmement complexe. Mais pour moi, j'en ai parlé dans un autre podcast qu'on avait fait pour Canal, justement. Pour moi, Togashi, c'est vraiment l'auteur de la force avec un F majuscule. Parce que c'est jamais une force seulement physique, seulement intellectuelle, seulement stratégique. Il faut que tu combines, en fait, tous ces talents pour espérer réussir à survivre dans cette espèce de jeu de massacre géant qu'il met en scène. Et quelque part, même lui, je pense qu'il doit s'arracher les cheveux pour que tout fonctionne parfaitement, à tel point qu'il en est à mettre des timecodes très précis pour chacun de ses personnages et des actions qu'ils vont avoir sur ce bateau qui est confiné. Donc, même si l'unité de temps et l'unité de lieu sont déjà bien délimitées, il arrive à créer comme ça une espèce d'espace-temps qui se déploie sur plusieurs niveaux, dans limite plusieurs dimensions, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, pour moi, une espèce de talent, quoi. Enfin, encore une fois, avec un T majuscule. Enfin, je veux dire, il y a une création, une force de création qui est évidemment alimentée par d'autres choses, mais qui est vraiment propre à cet univers. C'est surtout que, je l'ai pas dit, mais il transige pas non plus sur la qualité, parce qu'en termes de dessin, honnêtement, on sait que c'est un auteur qui a pu connaître des hauts et des bas à ce niveau-là, mais là, franchement, sur les derniers tomes, ça y va. Hein, c'est vraiment... Il s'est refait un staff aussi. Ouais. Tu vois qu'il y a certaines planches que lui a dessinées. Ouais. Je crois qu'il y en a une notamment dans ce tome qu'il a dessiné seul, je pense. Effectivement, c'est un monsieur qui va avoir 60 ans, qui a une expérience incroyable dans le milieu de la création, dans le milieu du manga, qui a toujours été quand même à la marge. Oui. Un dos en compote. Qui a énormément de problèmes de santé encore aujourd'hui, évidemment. Qui ne s'est jamais inscrit dans des codes tout en jouant avec. Et je pense qu'il arrive à un stade où il sait qu'il faut quand même un petit peu avancer. Il a envie d'aller au bout de son histoire, d'aller au bout de son manga. Ses personnages, je pense qu'il s'y est attaché comme personne d'autre. Mais en même temps, il a plein d'idées qu'il doit absolument mettre. Donc je pense qu'il doit essayer de trouver l'équilibre comme ça intérieur. Il doit trépigner comme un enfant. Ah ouais, ça doit être difficile d'être Monsieur Togashi. La suite, qu'est-ce qu'on dit de la suite? Attention, on va spoiler un peu du tome 39, un peu de l'équivalent du tome 39, puisqu'il n'est pas sorti, mais les chapitres, eux, sont sortis il y a plus d'un an maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Moi, je kiffe parce que Morena Power. Oh, c'est clair. Alors, déjà, oui, vous allez avoir quand même pas mal de réponses à pas mal de choses. Vous allez aussi retrouver plein de personnages qui étaient absents de ce tome 38. Donc, non, franchement, le tome 39, pour moi, est... En fait, limite, je les ai... après, c'est peut-être aussi parce que je les ai lus tous les deux d'affilée, ce qui finalement est assez rare dans Hunter, parce que tu lis souvent un tome avec 4 ans de décalage. Mais je les ai vraiment lus un peu comme un diptyque, quoi. Ça se répond pas mal et je trouve que le 39 est très riche alors très dense évidemment, mais très riche en événements et en révélations de plein de choses, quoi. Il est très réjouissant, le 39, je trouve. Est-ce que tu te souviens de la partie de jeu, c'est une sorte d'échec entre Meruem et Komugi? Oh là là, oui. Oui, il joue au Go, non? Oui, non, il joue non, c'est pas au Go. C'est encore un autre truc. Peu importe. En 3D. Oui, des dames en 3D un peu. Morena et Volsken. Ouais. Déjà, Volsken, je savais plus qui c'était. Justement, c'est la bande. Elle est pote avec les Bidas. Oui, mais bon, elle avait pas de casquette. Je l'ai pas reconnue. Et donc, ce que je pense, c'est que en faisant partie du coup de AI, elle va embarquer les Bidas avec elle, possible, et que ça va faire
Cette séquence Un crew. était Ouais. très cool d'ailleurs entre Morena et Volskin, sans spoiler. Séquence très 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 Hunter, très sympa. Ah bah le jeu, le jeu déjà juste l'explication de la règle du jeu. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une espèce de mise en scène littérale de ce qu'est Hunter, c'est-à-dire que c'est une discussion qui repose sur un jeu de cartes. Donc vraiment là, on est sur un truc, tu peux pas faire plus Hunter que ça, quoi. Mais avec un tas de révélations. Dire va Oui. dépendre de la carte que je vais jouer et encore, est-ce que je vais tricher C'est ou ni pas, oui on ne ni non, sait mais pas. très 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 sophistiqué, très très élaboré. Et moi j'aime bien en plus parce que c'est, enfin encore une fois, je veux dire c'est des personnages féminins qui tiennent cette discussion. Enfin je pense que c'est même 1 ou 2 chapitres. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est Voire 3. C'est des personnages hyper forts, hyper. Alors on va pas dire droit dans leurs bottes parce que justement ils ont peut-être des valeurs et un sens moral un petit peu vacillant, on va dire, voire même carrément inexistant pour certains. mais il y a une espèce de mise en opposition de force. Et tu retiens ton souffle. Et ce qui est fou, c'est qu'il arrive à prendre son temps sur cette séquence-là, qui, voilà, comme tu dis, prend 2 ou 3 chapitres, alors que. Ouais, peut-être même 4. Alors que il se passe vraiment énormément d'autres choses dans ce tome. On revoit beaucoup de persos, on apprend beaucoup de choses. Enfin, c'est assez dingue quand même. De la densité d'informations qui distille dans chaque tome est assez folle, quoi. Et on arrive même à s'arrêter sur le pouvoir du 3e prince. Mais t'as une explication sur ça. T'as un comeback de persos que tu t'attendais pas qui sont là. T'as Kurapika. T'as vraiment. T'as Beyond. Enfin, t'as des révélations sur Beyond et pourquoi aussi il a lancé cette mission. Enfin, t'as vraiment énormément d'informations dans ce truc. Ça a l'air d'être un bordel. Oui, c'est clair. Avec l'œil sur la langue et tout. Trop bien cette scène. Oui. Trop bien. Vous attendez quoi du coup pour la suite, étant donné que là voilà, on dit qu'on a lu le tome 39, tome 40, qu'est-ce que vous attendez Parce que là on se rapproche quand même d'une sorte de fin. Honnêtement, vu le 39 que j'ai fini il y a quelques heures avant d'enregistrer ce podcast, je pense quand même qu'on arrive sur, à mon avis, il nous reste 1 ou 2 tomes maxi pour la fin de ce voyage. Ouais. Et donc moi ce que j'attends, c'est Gon et Killua là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas. Okay. Je te dis, il y a le truc du dirigeable qui peuvent encore. Les portes magiques. Oui, les portes magiques, c'est intéressant comme concept, je trouve, parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été évoqué, alors que tu sais que le nain est formidable et il n'a pas de limite. Donc, et ils sont plusieurs à avoir des portes. Il y a le mec de Morena, enfin le mec, le pion de Morena. Oui, parce que le mec de Morena. Il y a le 10e. Oui. Ça. Oui, ça peut créer des nouvelles possibilités, en tout cas. Et je sais pas trop pour les nouveaux personnages, parce que là, je trouve qu'on a une belle brochette quand même. Donc, si on n'est pas content avec tout ce pas, ils vont qu'on a, mourir. c'est ça le truc. Et non, moi, ce qui me fait peur, alors moi, encore one step beyond, c'est que je ne... Comment dire ? J'ai peur de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on va enchaîner après sur on arrive sur le continent caché et bam des nouveaux trucs. Et il y avait Hanzo aussi sur le bateau. Il est où là maintenant? Qu'est-ce qu'il devient? Et Basho aussi. Enfin, il y a plein Basho, de. On l'a vu un petit peu. On le voit un petit peu dans le 39, mais c'est la fête, quoi. On voit le mec vache. Bah oui, punaise. Et Dogman. Lui, on l'attendait avec impatience. Dogman, il va être intéressant. Alors, il va mourir vite, mais il a un pouvoir un peu cool. Carrément. Merci d'avoir écouté cette émission de rentrée qui était vraiment très Hunter-centrée, puisqu'on ne parlait que d'un tome de Hunter, mais malgré tout, un tome de Hunter, il y a beaucoup à dire. Voilà. Puis on sait que vous aimez on a débordé ça, en plus. Voilà. Merci d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, on se fait un point sur les mangas de la rentrée. Enfin, comme d'habitude, au mois de septembre. Et on est parti pour une nouvelle saison avec plein de choses très, très sympas cette année. Encore plein de mangas et plein d'histoires et d'émissions à faire. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison de la 5e de couve. Et c'est parti jusqu'au mois de juin prochain. Oui, voilà, saison. Et c'est parti. On se retrouvera donc toutes les semaines pour ce nouvel arc. Exactement. Merci Robin. Merci Julie, merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Merci.